Ce décalage de natalité entre la France et les pays européens a depuis très longtemps suscité des inquiétudes en France, ce qui fait que la France est aussi le pays qui a le plus vite essayé de mettre en place des politiques natalistes. Depuis une dizaine d'années, cette singularité est en train de s'effacer puisqu'on voit les taux de natalité en France s'effondrer et être en passe d'aller rejoindre les taux lilliputiens des pays environnants. Franchement, la tendance est au décrochage, donc si on continue sur cette lancée-là, bientôt on va rejoindre l'Italie, l'Espagne ou la Pologne. Vous voulez, pour moi, il y a trois critères qui s'opposent beaucoup à la natalité aujourd'hui. C'est l'économisme, l'individualisme et l'utilitarisme. Mais vous voyez que dans cette matrice, il est tout à fait rationnel de ne pas avoir d'enfants. Bon, si on réfléchit un peu, on se dit, en fait, l'économie, elle est là pour servir la vie. Et donc, si des considérations économiques se viennent à s'opposer à la vie, on peut dire, mais alors à ce moment-là, l'économie, on est dans une économie perverse. Si vous voulez, c'est une perversion totale, puisque l'économie qui devait servir la vie se met à être un frein à la propagation de la vie. Olivier Ray, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Crépuscule. On vous a déjà reçu ici pour un précédent entretien sur la technique la dernière fois, entretien qui a d'ailleurs très bien marché. J'en profite d'ailleurs pour dire à ceux qui nous suivent de s'abonner à la chaîne. Et donc la raison de votre présence aujourd'hui, c'est votre tract qui paraît chez Gallimard, Des fécondités, ses raisons, sa déraison, dans lequel vous analysez ce qui devrait sans doute être le problème, le premier sujet politique, à savoir l'effondrement de la natalité en France, et pas qu'en France d'ailleurs, on va en parler. Alors, hasard du calendrier, au moment où on enregistre cette émission, la mission d'information sur la baisse de la natalité en France s'ouvre à l'Assemblée nationale. Il s'avère que vous y avez participé, peut-être que vous pouvez vous dire si c'est le regard que vous jetez sur cette mission, pardon. Beaucoup d'ouvrages sortent ces derniers temps sur la question de la démographie. Aziz Lecor en a sorti un. Raymond Debord a écrit sur l'hiver démographique, on l'a reçu d'ailleurs ici à Crépuscule. Maxime Zbaï également, je pourrais en aligner comme ça. Est-ce que le pouvoir politique prend la mesure de ce problème actuellement et surtout, est-ce qu'il dispose des bons leviers pour le résoudre? Oui, alors il faut d'abord peut-être remarquer que démographiquement, la France est une singularité. La France est le pays, sans qu'on sache vraiment en expliquer les raisons, qui s'est le premier mis à la contraception dès le XVIIIe siècle. C'est ce qui a fait d'ailleurs que qu'au XIXe siècle, tous les pays européens voyaient leur population augmenter dans des proportions tout à fait inédites. La population française, elle, n'a cru que dans des proportions très modérées. Par exemple, au cours du XIXe siècle, la population de l'Allemagne a été multipliée par 6, pendant que la population française a été multipliée par 1,7. Bon, c'est ce qui fait aussi qu'au début du XIXe siècle, Napoléon pouvait, avec les armées françaises, faire la guerre à l'Europe entière, et qu'au début du XXe siècle, c'est l'Allemagne qui était en position de faire la guerre à l'Europe entière. Et ce décalage de natalité entre la France et les pays européens a depuis très longtemps suscité des inquiétudes en France, ce qui fait que la France est aussi le pays qui a le plus vite essayé de mettre en place des politiques natalistes, dont il faut croire qu'elles ont eu un certain effet, parce qu'au XXe siècle, les pays européens qui avaient vu leur population exploser au cours du XIXe siècle, en fait, ont vu leur taux de natalité énormément baisser, tandis que la France, singularité un petit peu par rapport aux pays voisins, a vu des taux de natalité certes assez bas, mais se maintenant quand même plus ou moins. Et donc la France, après avoir été une singularité en dessous des autres, est devenue en Europe une singularité un peu au-dessus des autres, des pays comparables.
Et puis, bon, il se trouve que depuis une dizaine d'années, cette singularité est en train de s'effacer, puisqu'on voit les taux de natalité en France s'effondrer et être en passe d'aller rejoindre les taux lilliputiens des pays environnants. On s'en sort un petit peu mieux que les autres pays. Pour l'instant, mais franchement, la tendance est au décrochage. Donc, si on continue sur cette lancée-là, bientôt, on va rejoindre l'Italie, l'Espagne ou la Pologne. Je pense que c'est pour cela aussi que le pouvoir politique commence à s'en émouvoir. Alors, est-ce qu'il a les leviers pour agir là-dessus? Peut-être qu'on pourra en discuter. Un peu, oui, dans une certaine mesure, mais qu'il ne faut pas exagérer non plus. Alors évidemment, on va un peu traverser le spectre de l'ensemble des raisons qui expliquent cet effondrement de la natalité. On trouve évidemment, et c'est sans doute celui qui marche le plus, j'ai l'impression, dans les médias, l'argument écologique. C'est-à-dire, pour faire très simple, avoir un enfant, en fait, ça aggraverait le réchauffement climatique. Cet argument, est-ce qu'il vous paraît recevable? Évidemment, comme j'ai lu votre ouvrage, je sais que ce n'est pas le cas. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Ouais, il se trouve que pendant longtemps, les personnes qui n'avaient pas d'enfants ont couru l'accusation d'égoïsme. Et alors, ce qui était quand même assez difficile à porter. Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'argument de la sauvegarde de la planète, comme on dit aujourd'hui, au passage, je déteste ce mot planète. Vous voyez, la planète, c'est la Terre vue depuis l'extérieur, depuis la Lune ou depuis un satellite. La planète, c'est la Terre en tant que corps céleste qui tourne autour du Soleil. Donc on se place d'emblée hors de la Terre pour la regarder de haut. Je préfère la Terre parce que la Terre, c'est ce sur quoi nous vivons. La planète, c'est ce que nous regardons de l'extérieur. Bon, là, je ferme la parenthèse. Mais le souci de la planète, donc, est venu pour soulager les personnes qui, n'ayant pas d'enfants, pouvaient être soupçonnées d'égoïsme en disant « Non, ce n'est pas de l'égoïsme, au contraire, c'est de l'altruisme, c'est parce que moi, je me soucie de la planète, pendant que les gens qui font des enfants sont des irresponsables qui sont en train de ruiner la nature. » Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre plutôt du prétexte que de la raison sérieuse. Au demeurant, si les personnes qui n'ont pas d'enfants par, comme on dit en anglais, green choice, par souci de la nature, à ce moment-là, ils devraient également adopter un mode de vie particulièrement sobre, ce qui n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, il y avait un graphique qui avait fait pas mal parler de lui il y a de ça quelques années, qui était paru dans une revue scientifique, et qui essayait d'évaluer les économies en émissions de gaz à effet de serre qu'on pouvait attribuer à différents comportements. Alors il y avait laver son linge à l'eau froide, ne pas avoir de voiture, renoncer à l'avion, etc. Mais tout cela restait du bricolage à côté de la grande mesure qui était de ne pas avoir d'enfants. Et en fait, ce type de graphique est très pervers parce qu'il met sur le même plan des choses qui n'ont strictement rien à voir. Entre avoir un enfant et un comportement consumériste, c'est deux choses totalement différentes. Et puis, deuxièmement, c'était une manière de donner licence aux personnes qui n'avaient pas d'enfants de consommer à tout va, parce que, d'une certaine manière, j'ai fait plus que ma part en n'ayant pas d'enfants, et donc maintenant je peux y aller, et je peux aller passer des week-ends à Lisbonne ou à Singapour, même si ça me plaît, j'ai fait ma part. Bonjour à tous, on vous interrompt quelques secondes pour vous inciter à vous abonner, à aimer et à partager notre contenu. Depuis le lancement de Crépuscule, c'est toute une équipe qui s'évertue à faire venir des invités de qualité, à vous proposer des analyses approfondies et plus encore de créer un espace de pensée et de réflexion à une époque qui l'exige plus que jamais. Tout ça a un coût, alors si vous appréciez notre contenu, soutenez-nous et faites passer le mot. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee, vous trouverez le lien dans le descriptif de chaque vidéo. Voilà, c'est la fin de la réclame. Merci à tous pour votre soutien et bonne émission.
Alors, vous identifiez évidemment, comme vous récusez cet argument-là, vous en Je identifiez. dirais qu'à ce moment-là, le plus efficace, ce serait de se suicider aussi. Oui. Là, de ce point de vue-là, le gain en gaz à effet de serre est énorme, hein. Et donc, vous identifiez un facteur, pour le coup, sérieux, qui est l'érosion des communautés, qui est le point évidemment le plus intéressant de votre ouvrage. Euh, Communautés qui assuraient autrefois la charge collective de la naissance et de l'éducation de l'enfant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces communautés ayant disparu, elles laissent les parents, donc souvent salariés et contraints évidemment par leurs obligations professionnelles, seuls face à cette tâche immense. Euh, c'est intéressant de le rappeler parce que vous montrez bien comment aujourd'hui, on entend souvent cet argument qui est de dire oui, mais vous vous plaignez en tant que parent d'avoir des enfants, d'aller chercher à la crèche, d'avoir des horaires contraints. Et de l'autre côté, vous dites oui, mais nos grands-parents étaient pris dans des contraintes beaucoup plus importantes que les nôtres, notamment parce que la technique nous aurait allégé de certaines contraintes. Donc, d'une certaine manière, ne vous plaignez pas. Or, vous montrez que ce qui a changé effectivement depuis, je sais pas, 50 ans, c'est qu'avant, on ne considérait pas que des parents mettant au monde un enfant étaient seuls en capacité, en devoir de s'en occuper. Il y a tout un réseau communautaire qui, évidemment, s'occupait de le prendre en charge. Est-ce que nos sociétés telles qu'elles sont constituées aujourd'hui, centrons sans doute sur l'Occident et en particulier sur la France, ne sont plus adaptées à l'accueil des enfants? Oui, oui, là on touche vraiment, je crois, un point fondamental. En fait, ce qui s'est passé avec le développement industriel, c'est que il s'est effectué dans des sociétés qui, depuis toujours, avaient des taux de natalité extrêmement importants. Le taux de natalité extrêmement important parce que la mortalité était également extrêmement importante. Encore en France au XVIIIe siècle, un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge de 11 ans. Donc, le recul de la mortalité infantile, le recul également de la mortalité des femmes en couche qui était énorme, a énormément changé la situation. Mais en même temps que la mortalité baissait énormément, en particulier la mortalité infantile et mortalité des femmes en couche, le taux de natalité, par inertie, s'est maintenu pendant un certain temps, d'où explosion démographique, d'abord en Europe, ce qui a fait que la population européenne a énormément augmenté, et puis que l'Europe a été colonisée d'autres contrées, et en particulier l'Amérique du Nord, qui a été peuplée par des Européens. Mais en réalité, ça n'était qu'un phénomène transitoire parce que le type de développement qui a été adopté depuis le XIXe siècle, je pense, est profondément hostile à l'accueil des enfants. Ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on s'est habitué à vivre dans ces sociétés modernisées, eh bien, l'ancien monde perdant de son inertie, eh bien, naturellement, on s'est mis à faire beaucoup moins d'enfants. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence logique de la trajectoire qui a été adoptée depuis assez longtemps et dont les effets ont été pendant un bon moment masqués par simplement un effet d'inertie. Alors, dans ce qui rend la société moderne peu propice à l'accueil des enfants, effectivement, j'insiste sur ce point, c'est l'évaporation des communautés traditionnelles. Ferdinand Tönnies, le grand sociologue allemand, a pointé un point absolument essentiel à la fin du XIXe siècle dans son livre Gemeinschaft und Gesellschaft, Communauté et société, en voyant s'opérer au cours de la modernité un passage du type de vie communautaire au type de vie sociale. Alors, quelle est la différence ? Eh bien, c'est qu'une communauté, c'est l'élément premier et les individus existent à l'intérieur de la communauté en tant que membres de la communauté. Alors que dans le type de vie sociale, c'est l'individu qui est premier et c'est la réunion des individus qui crée la société. Et on parle à ce moment-là du problème du vivre ensemble, alors qu'à l'intérieur de la communauté, cette question du vivre ensemble n'existe pas, puisque c'est le donné fondamental. Alors, il se trouve qu'avoir des enfants et les éduquer, c'est une entreprise tout à fait colossale, et plus on est d'adultes impliqués dans cette entreprise, plus c'est facile de la mener à bien. Alors à l'intérieur d'une communauté, quand un enfant arrive,
En fait, ça n'est absolument pas un bouleversement parce que ça n'est qu'un élément supplémentaire à l'intérieur de la communauté, mais la communauté étant assez vaste, un de plus à l'intérieur de la communauté, ça ne fait pas une différence si gigantesque. Par ailleurs, évidemment, ce sont les parents qui sont concernés en premier lieu, mais ils sont environnés par une famille élargie qui compte des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, etc. Et puis il y a un voisinage également avec lesquels on vit quotidiennement et en lequel on peut avoir confiance. Ce qui fait que l'enfant, il est pris en charge par l'ensemble de la communauté. Et donc la charge qui repose sur les parents est quand même largement diluée. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'avec les modes de vie qui se sont imposés avec ce qu'on appelle la modernisation, toutes ces communautés-là, ces communautés familiales et ces communautés de vie locale ont été dynamitées, ce qui fait que quand un enfant arrive à l'intérieur d'un foyer, mais qui est limité disons, au père et à la mère, alors en plus, on s'est aperçu en physique nucléaire que l'atome qu'on croyait indivisible était divisible. La famille nucléaire, on s'est aperçu aussi qu'elle était très divisible, elle est de plus en plus divisible. Mais enfin, en imaginant même qu'il y ait le père et la mère qui soient là, l'arrivée d'un enfant à l'intérieur d'une famille aussi petite, c'est un bouleversement complet. Et donc, effectivement, ça devient quelque chose qui peut un peu tétaniser, et parce que le fait de devoir s'occuper d'un enfant sans environnement sur lequel on puisse compter aussi pour nous aider dans cette entreprise est quelque chose de difficile. Hein. Alors, juste avant de revenir justement aux manières dont les institutions, notamment étatiques, arrivent à offrir certaine manière un relais aujourd'hui, juste qu'on revienne à un moment, vous l'évoquez, mais vous montrez à quel point, notamment, les grands-parents étaient quand même présents dans ces communautés, pas primitives d'ailleurs, dans ces communautés, et également comment dirais-je, la fonction, par exemple, des femmes ménopausées ou des hommes qui ne peuvent plus aller à la chasse, qui normalement auraient dû être balayés par l'évolution, si je puis dire, n'auraient pas dû se prolonger dans la société qui fonctionnait sur la lutte pour la survie, qui en fait perdurer dans ces communautés-là, notamment pour cette aide qui est apportée aux nouvelles générations, pour les accompagner et pour soulager, si je puis dire, cette présence des nouveau-nés. Oui, alors il y a une idée fausse aussi à balayer, c'est que on dit couramment que l'espérance de vie dans des temps paléolithiques ou même dans des temps néolithiques anciens, en fait, était quelque chose autour de 30 ans. Donc on se dit qu'il n'y avait pas de vieux. En fait, c'est complètement faux parce que une grande partie de ce qui fait baisser l'espérance de vie, c'est une mortalité infantile extrêmement importante. Mais ce qui fait que quand vous aviez atteint l'âge de 20 ans, que vous aviez survécu à cette immense mortalité qui frappait les enfants, en fait, vous aviez une espérance de vie qui allait bien au-delà de 30 ans. Et en fait, il y avait, si vous voulez, la mort se concentrait dans les premières années et ensuite après 50 ans. Mais quand vous aviez atteint 20 ans, en gros, vous alliez à 50 ans. Alors, il y a un mystère qui se posait en biologie, qui était l'explication de la ménopause chez les femmes, parce que qui est un phénomène qui existe dans très peu d'espèces, et de ce point de vue-là, l'espèce humaine est un peu aussi une singularité. Et comment expliquer cela? Parce que dans le cadre darwinien, si vous avez une mutation qui apparaît, une mutation génétique qui va, par exemple, celle qui va induire la ménopause, en fait, c'est une mutation qui ne va se stabiliser que si elle apporte un avantage sélectif. C'est-à-dire que les personnes qui en sont porteurs ou porteuses, en l'occurrence, vont avoir une descendance plus nombreuse que ceux qui n'en sont pas porteurs. Et alors on dit, mais comment le fait de ne plus avoir d'enfants à partir d'un certain âge assurerait une descendance plus grande? Au contraire, on va avoir moins d'enfants.
Mais en fait, il se trouve que pour une grand-mère, les petits-enfants font partie de sa descendance. Et que, en fait, la tâche d'élever des enfants est si importante qu'encore une fois, pour la mener à bien, et on a besoin d'aide. Et précisément, ce qui se passe, c'est que les femmes qui atteignent un certain âge et qui n'ont plus d'enfants vont être disponibles, et ça s'adresse aussi aux grands-pères aussi, les grands-parents vont être disponibles pour aider leurs enfants qui, à leur tour, eux-mêmes des enfants. Et en fait, c'est meilleur d'un point de vue évolutionniste que les grands-parents arrêtent d'avoir des enfants et aident leurs enfants à élever les petits-enfants, plutôt que d'eux-mêmes essayer de multiplier des enfants qui vont pour l'essentiel mourir. Donc il faudrait par exemple adresser un message aujourd'hui aux boomers retraités qui font des Costa Croisière plutôt qu'aider leurs enfants qui ont eu eux-mêmes des enfants. Oui, mais ça se passe quand même beaucoup, heureusement. Tous les parents le savent, quand on peut compter sur l'aide des grands-parents ou pas, c'est un changement tout à fait radical. Mais là, il ne s'agit pas simplement de bonne volonté, mais il s'agit aussi de capacité. C'est-à-dire que souvent, dans la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui, les gens vont travailler ici, là, ils vivent à des centaines, voire des milliers de kilomètres les uns des autres, et donc évidemment, c'est pas la même chose que lorsque l'on habite à la porte à côté. Donc d'une part, il y a effectivement la disponibilité, la bonne volonté, je pourrais dire, des grands-parents, mais il y a aussi le fait de pouvoir, par simplement une communauté de vie qui, aujourd'hui, dans la plupart des cas, n'existe plus. Et d'autant plus que le travail se trouve maintenant dans les grands centres urbains, donc tout le monde est un peu confronté à cette logique-là. On va venir après aux solutions politiques, mais néanmoins, j'y pensais puisqu'on parle de ça. D'une certaine manière, il y a des crèches, des écoles, on pourrait vous dire aujourd'hui, pour accompagner les parents. Oui, ce sont des palliatifs, hein. Voilà, c'est exactement cela. Faute de communauté, on crée des structures, qui effectivement, si vous voulez, dans le cadre tel qu'il est aujourd'hui, qui est mauvais pour accueillir les enfants, limite les dégâts. Voilà. Oui, d'autant il y a ce point-là, et le fait que ces dispositifs-là ne prolongent pas, d'une certaine manière, ne font pas sens avec la communauté, comme c'était le cas avant. Et je vous cite, on aide moins les parents à avoir des enfants qu'on aide leur vie professionnelle à ne pas être perturbés par les enfants. Les parents sont en partie déchargés, mais aussi dépossédés. C'est-à-dire de manière, il y a une rupture nette entre la crèche, l'école et le foyer, qui était auparavant le lieu de la communauté. Le lieu de vie. Oui, tout à fait. C'est un point que je trouve qui n'est pas assez abordé dans votre ouvrage, c'est que il est convenu de dire qu'une part de la natalité ne provient d'une question politique, qui est le virage néolibéral des années 80. On a reçu ici Raymond Debord, avec qui on a parlé évidemment de ce sujet. C'est-à-dire qu'une partie de la gauche s'est éloigné des questions sociales dont la natalité, enfin la démographie fait partie, pour des questions plus sociétales. Bon, Jean-Claude Bichat, évidemment, abondamment écrit là-dessus. Plus largement, on pourrait dire que de la formule de Gide, André Gide, avec Famille je vouais, jusqu'à Foucault, qui voyait dans la famille un lieu d'expression vraiment paroxystique du pouvoir et de la domination. Est-ce que cette critique du modèle familial, en partie à gauche et qui s'est un peu plus largement répandue, elle a contribué, selon vous, à la chute de la natalité ? Oui, certainement. Mais là, pour l'histoire de droite et de gauche, il conviendrait d'historiciser les choses. Vous voyez, j'ai placé en exergue de mon texte une citation d'Émile Zola, qui figure dans un article qu'il avait publié en 1896 dans Le Figaro, qui s'appelait « Dépopulation ». Et vous voyez, Émile Zola, on ne peut pas dire qu'il soit catalogué comme un homme de droite, et pourtant, c'était quelqu'un qui militait pour la famille et pour la natalité. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, il a écrit un livre qui s'appelle « Fécondité », qui devait faire partie d'une tétralogie dont le tome suivant était « Travail ». Et en fait, quand on regarde Zola à la fin de sa vie, finalement, il était très en phase avec travail, famille, patrie. Fécondité, vous voyez, là, c'est vraiment l'apologie de la famille nombreuse.
travail, c'était l'apologie du travail. Et pourquoi aussi voulait-il des familles nombreuses? Entre autres, parce qu'il fallait du monde pour peupler l'Empire français. Donc, en fait, on était là dans la gloire de la patrie. Et alors, ce qui est assez... mais là, vous voyez, c'était quelque chose qui était revendiqué par un homme de gauche, classé à gauche. Et ce qui s'est passé à l'époque de Vichy, avec son célèbre slogan « Travail, famille, patrie », en fait, le travail famille-patrie a été adopté par Vichy parce qu'il cherchait quelque chose de fédérateur avec lesquels tous les Français, quels qu'ils soient, de quelque obédience qu'ils soient, seraient d'accord. C'était pas, si vous voulez, un slogan en soi vichiste, c'était un slogan, encore une fois, qui avait été cherché par ce gouvernement pour essayer de rassembler des Français divisés. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où Vichy avait mis en avant travail, famille, patrie, ensuite, la famille est devenue quelque chose de droite. Mais vous voyez, intrinsèquement, il n'y avait aucune raison pour que la famille ait ce destin-là. Mais bon, c'est un enchaînement de circonstances qui ont fait qu'effectivement, la famille, à ce moment-là, est devenue une valeur de droite. Mais encore une fois, vous prenez fécondité d'Émile Zola, c'est une apologie de la famille nombreuse. Bon, voilà. Et alors, effectivement, la famille, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, est devenue une entité qui a subi beaucoup d'avanies, qui a été extrêmement critiquée et qui a eu tendance aussi à être ringardisée. Bon, voilà, c'est ainsi que les choses se sont passées. Je pourrais citer aussi, puisque vous parliez des années 1980 et du virage néolibéral, d'un film que je trouve, point de vue infâme, qui est « La vie est un long fleuve tranquille » d'Eugène Chatillier, qui doit apparaître sur les écrans à la fin des années 80, et qui confronte, pour s'en moquer de manière extrêmement cruelle, d'un côté là, une famille de la bourgeoisie catholique qui est complètement ridiculisée, et d'autre part une famille prolétaire, qui est les Groseilles, qui est également peinte de manière absolument épouvantable. Et puis, on a face à ces écrans, on a le bourgeois Canal+, qui rigole des uns et des autres. Mais, bon, certes, il y a la bourgeoisie catholique qui est ridiculisée, il y a les prolétaires qui sont avilis, mais dans les deux cas, en fait, si vous voulez, c'était aussi des familles et des familles nombreuses, quoi. Vous voyez, et en fait, il y a aussi, il y a un point commun qui réunit ces deux pôles, en fait, c'est cette famille nombreuse qui, dans les deux cas, est vraiment tournée en dérision. Alors, pour expliquer cet effondrement de la natalité, vous parlez à un moment, mais vous l'esquissez, si je puis dire, simplement vous parlez de défection intérieure. C'est-à-dire, il y aurait un sentiment de défection intérieure qui ferait qu'on ne ferait plus d'enfants. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? C'était Nietzsche qui disait que l'homme moderne est essentiellement contradictoire. Et en fait, tous autant que nous sommes touchés à des degrés divers par ce phénomène. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes dans les pays occidentaux sont déchirées entre, d'une part, une adhérence, je dirais pas adhésion, mais une adhérence aux modes de vie qui se sont mis en place. Marc Hunyadi a écrit un très bon livre qui s'appelle « La tyrannie des modes de vie ». Certes, nous sommes réputés libres, mais en fait, dans la réalité, nous sommes libres à l'intérieur de modes de vie qui contraignent énormément cette liberté. Mais nous adhérons à ces modes de vie, nous vivons à l'intérieur de ces modes, et en même temps, quelque chose en nous répugne à ce type d'existence. Voilà, on répugne à ce type d'existence, mais en même temps, on ne sait pas faire autrement. C'est un peu la situation, si vous voulez, de quelqu'un qui est dépendant de la drogue et qui ne peut pas faire autrement que
continuer à en consommer tout en sachant qu'il va à sa perte en continuant à le faire. Et j'ai l'impression qu'un certain nombre des contemporains vivent cette contradiction d'une part, dans leur existence, ils ne peuvent pas faire autrement que d'adopter ces modes de vie consuméristes qui ont pris toute la place, mais de l'autre côté, il y a en eux quelque chose qui répugne à ces modes de vie et qui va s'exprimer dans le fait de ne pas transmettre une vie qui reproduirait ces modes de vie. Est-ce qu'on ne peut pas l'expliquer par des raisons purement économiques et sociales? C'est-à-dire que on sait que le prix de l'immobilier flambe, c'est extrêmement compliqué de se loger dans les grands centres urbains, et justement de passer d'un appartement pour un couple avec un appartement avec un enfant, voire 2 enfants. En plus, il faudrait normalement faire plus de 2 enfants, puisque le fameux seuil de renouvellement des générations est autour de 2,1. Il y a la question des crèches, justement, qu'on évoquait, qui coûtent très cher. Est-ce que c'est pas ça qui dissuade les Français de faire des enfants? Oui et non. Là encore, c'est parce que nous sommes vraiment prisonniers de modes de vie extrêmement récents. Quand on parle de crise du logement aujourd'hui, elle est extrêmement liée aussi au fait que les besoins en mètres carrés, si je puis dire, par personne, ont explosé. Pour vous donner un tout petit exemple qui me vient en tête, hein. Vous voyez, une institution comme l'École Polytechnique, jusqu'en 1975, elle était située sur la montagne Sainte-Geneviève, et les élèves, qui étaient pour beaucoup issus de la bourgeoisie, mais dormaient dans des dortoirs. Bon, il se trouve qu'au milieu des années 70, imposer aux jeunes de dormir dans des dortoirs à l'âge de 20 ans, ça devenait très difficile. L'école a déménagé, elle s'est installée à Palaiseau. Et là, à ce moment-là, chaque élève a eu à sa disposition une chambre de 9 mètres carrés avec un lavabo et des douches sanitaires. Et puis, il y a eu une rénovation qui a été opérée, et la construction de nouveaux bâtiments il y a de ça une dizaine d'années. Et maintenant, chaque élève a 18 mètres carrés avec une douche dans sa chambre. Mais vous voyez qu'en 50 ans, on est passé du dortoir à la chambre de 18 mètres carrés avec une douche. Évidemment, après, on dit qu'il y a une crise du logement. Mais si vous voulez, elle est extrêmement liée aussi à un changement de mode de vie. Un autre exemple que je pourrais donner, c'est que dans les années 1960 encore, sur les bâtiments de la Marine nationale, il y avait des matelots qui dormaient dans des hamacs. Bon, aujourd'hui, si la Marine française faisait cela, d'une part, elle n'arriverait pas à recruter de matelots, et d'autre part, si elle les recrutait, elle pourrait être attaquée devant la Cour européenne des droits de l'homme pour atteinte à la dignité humaine. Et donc maintenant, il faut des couchettes très, très confortables avec des prises pour les clés USB, etc. Donc en fait, voilà, si vous voulez, quand on dit matériellement, avoir des enfants, ça pose énormément de problèmes. Ça pose énormément de problèmes à l'intérieur d'un certain cadre qu'on estime aujourd'hui indispensable, mais si vous voulez, autrefois, si les gens avaient eu les mêmes exigences, eh bien, il y a longtemps que l'humanité aurait disparu. Mais là, vous prenez 2 exemples justement de célibataires, un matelot et un étudiant. Est-ce que c'était le cas pour les parents? Mais bien sûr, mais même, vous voyez, pourquoi justement on pouvait faire dormir les jeunes dans des dortoirs? C'est parce que, en fait, c'était pas une rupture avec ce qu'ils avaient pu vivre. Même dans des familles très bourgeoises ou aristocratiques, vous pouviez avoir pour les enfants la chambre des filles et la chambre des garçons. Mais c'était pas le fait d'avoir une chambre avec tout son matériel. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Et c'est assez fascinant de voir à quelle vitesse on a naturalisé la chose. Enfin, on a pris ça comme... manquer de cela, c'est devenu invivable. Mais si vous voulez, je n'accepte pas de ce mouvement-là. Mais en prenant un peu de recul historique, on peut constater quand même ces évolutions extrêmement rapides. Donc les causes économiques, selon vous, ne sont pas premières? Elles sont extrêmement importantes,
mais elles sont extrêmement importantes à l'intérieur d'un monde où les considérations économiques se sont mises à prendre toute la place. Si vous voulez, pour moi, il y a trois critères qui s'opposent beaucoup à la natalité aujourd'hui. C'est l'économisme, l'individualisme et l'utilitarisme. L'économisme, c'est-à-dire que dans un monde où le pouvoir d'achat est sans cesse désigné comme le souci principal, effectivement, avoir des enfants, c'est augmenter considérablement la part des dépenses dites contraintes et donc perdre une grande part de sa liberté de consommateur. Donc les enfants sont une mauvaise affaire économique. Du point de vue individualiste, ça pose également un problème parce que dans l'individualisme, on va d'abord rechercher l'épanouissement personnel, cultiver son moi. Bon, il se trouve que quand on a des enfants, ça demande énormément d'énergie, il faut leur prodiguer des soins, s'occuper d'eux, ils posent toutes sortes de soucis, donc voilà, ça va s'opposer également à l'épanouissement personnel. Et puis enfin, il y a l'utilitarisme. Alors l'utilitarisme tel qu'il s'est développé en Europe dans la première moitié du XIXe siècle, se donnait d'abord comme objectif de maximiser le bonheur. Mais en fait, très vite, maximiser le bonheur, c'est très difficile. On s'est replié vers une autre ambition qui était de minimiser la souffrance, au moins. Mais alors, si on veut minimiser la souffrance, au bout d'un moment, ça aboutit à un nihilisme, parce que la meilleure manière de minimiser la souffrance d'un être, c'est de faire en sorte que cet être ne voit jamais le jour, parce que s'il ne voit jamais le jour, il ne souffrira jamais, ça c'est clair. Donc, pour ne pas exposer des êtres à la souffrance, eh bien, ce qui est recommandé, c'est de ne pas avoir d'enfants. Mais vous voyez que dans cette matrice dominée par l'économisme, l'individualisme et l'utilitarisme, il est tout à fait rationnel de ne pas avoir d'enfants. Mais c'est pour ça que dans le texte que j'ai écrit, je parle des raisons de la dénatalité, mais aussi de sa déraison. Parce que vous voyez, en français, c'est intéressant, on a deux adjectifs qui correspondent à raison, c'est rationnel et raisonnable. Et en fait, rationnel et raisonnable ont des connotations extrêmement différentes. Vous voyez, dans un certain cadre, on va raisonner rationnellement, on va voir ce qu'il est rationnel de faire. Mais en fait, la raison, elle est beaucoup plus large, et en fait, elle peut mettre en cause le cadre de réflexion et considérer que ce cadre est déraisonnable. Si vous voulez, quand on voit que les raisons économiques peuvent s'opposer au fait d'avoir des enfants, bon, si on réfléchit un peu, on se dit, en fait, l'économie, elle est là pour servir la vie. Et donc, si des considérations économiques se viennent à s'opposer à la vie, on peut dire, mais alors à ce moment-là, l'économie, on est dans une économie perverse. Si vous voulez, c'est une perversion totale, puisque l'économie qui devait servir la vie se met à être un frein à la propagation de la vie. Si on pense aussi à l'épanouissement personnel, vous voyez, l'épanouissement, quand on y réfléchit, c'est un mot qui vient de la botanique, qui vient des fleurs. C'est d'abord une fleur qui s'épanouit. Bon, mais pourquoi une fleur s'épanouit? Pourquoi une fleur? Une fleur, elle est là pour préparer le fruit. Elle est là, après l'épanouissement, il y a la fructification. Et un épanouissement qui n'a pas d'autre fin que lui-même, en fait, vire à l'absurde. Quant à l'utilitarisme, comme je le disais, s'il en vient à être simplement le fait de minimiser la souffrance, bon, à ce moment-là, mieux vaut qu'il n'existe rien plutôt que quelque chose. Et donc là, on voit à quel point ce cadre, si on l'accepte rationnellement, il ne faut pas avoir d'enfants, mais la raison qui examine les choses d'un peu plus loin voit que ce cadre est déraisonnable.